C'est le débat de ce Smart Impact. On parle d'eau, de solutions de traitement, de solutions de réutilisation avec mes invités. Cyril Guérard, bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur général France, Belgique, Luxembourg d'entreprise Aquabion. Et Xavier Leflèvre, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Économiste, sociologue, et vous êtes le doyen de l'école et accélérateur Terra Academia. On va prendre quelques minutes pour présenter vos organisations, entreprises respectives. Aquabion, en quelques mots. Entreprise allemande qui existe depuis 30 ans dans la fabrication de solutions pour traiter de manière écologique et durable le calcaire et la corrosion. Donc c'est à la base un système industriel qui a été créé pour traiter les problèmes de corrosion au départ. Et ensuite, c'est une gamme qui a été réduite pour pouvoir répondre aujourd'hui aux besoins domestiques. Donc ça peut être une résidence, ça peut être une maison unifamiliale, des appartements. Donc c'est une alternative écologique aux adoucisseurs au sel. Et on rentrera dans le détail de cette solution technique. J'ai dit école et accélérateur. C'est quoi Terra Academia ? Terra Academia, c'est une jeune école qui a été créée il y a 3 ans, qui est vraiment spécialisée, focalisée sur la transformation écologique. On forme tous les publics. On commence avec les collégiens et les lycéens sur des parcours de découverte sur les métiers de la transformation, des professionnels, des formations initiales, des élus aussi, parce qu'il y a un rôle des collectivités locales dans l'accélération de la transformation. On est convaincu que la transformation passe par des compétences, pas juste des savoirs, c'est aussi mettre en pratique. Et c'est vraiment l'axe qui structure les formations Terra Academia. L'eau, d'une manière générale, quand l'entreprise s'est créée, c'était peut-être moins un sujet qui était dans le spectre des enjeux politiques, des enjeux municipaux. On est en pleine campagne des élections municipales. À quel point ça l'est devenu ? C'est devenu un enjeu majeur puisqu'aujourd'hui on parle énormément de pollution de l'eau. On parle rarement des solutions existantes. Donc on est dans un cas de figure où, si vous voulez, le marché est dominé par des produits chimiques et la volonté déjà par le fondateur à l'époque, M. Flettner, a été de fabriquer un dispositif qui permet de répondre différemment aujourd'hui aux problématiques techniques en bâtiment. Et voilà, c'est une très longue histoire familiale puisque l'oncle de l'inventeur a été un monsieur qui a déposé plus de 1000 brevets. Et donc cette solution technique, c'est quoi ? De quoi on parle ? Alors, cette solution technique, c'est une solution qui se base sur un principe galvanique avec une anode en zinc pur. Donc, c'est pas un processus où on va injecter quelque chose pour faire une transformation. On va utiliser un procédé physique pour générer une transformation naturelle du calcaire. Donc, en gros, on va transformer un calcaire qui est à l'origine incrustant en un calcaire poudreux et facilement entretenable. D'accord. Et donc, c'est une alternative à des produits chimiques, c'est ça ? C'est ce que je comprends ? Oui, absolument. Aujourd'hui, vous avez le marché qui est dominé par les adoucisseurs au sel. C'est un procédé qui, initialement, avait été inventé pour les réseaux de chauffage. Aujourd'hui, on les retrouve sur les arrivées d'eau générale, d'eau froide en bâtiment. Et si vous voulez, le consommateur aujourd'hui est contraint à consommer une eau qui est chimiquement modifiée. Alors que nous, on s'est penché sur un dispositif qui, lui, va permettre de garder l'eau et la composition physico-chimique pour garder une eau naturelle. Alors, c'est devenu, Xavier Leflèvre, un enjeu pour les consommateurs sur la qualité de l'eau, sur les craintes qu'on peut avoir liées à l'eau. Et puis, c'est devenu un enjeu de collectivité en général, collectivité locale ou État, presque géopolitique même, quand on parle d'eau aujourd'hui. Oui, ça fait 20 ans que je travaille sur l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a jamais autant parlé d'eau. Ce que vous dites est très juste, c'est-à-dire que l'eau est pertinente à beaucoup d'échelles. Très localement, l'eau, les usages domestiques, les usages agricoles. Donc chacun, on a un rapport très intime, très particulier à l'eau. À l'échelle de la collectivité, il y a des initiatives qui peuvent être prises et il y a des enjeux qui se gèrent à ce niveau-là. Il y a aussi des enjeux qui se gèrent au niveau national. On a besoin de politique nationale, de standards de qualité, par exemple, et d'investissement dans certaines infrastructures. Mais vous avez aussi raison de dire qu'il y a des enjeux géopolitiques, géostratégiques sur la rareté de l'eau qui va mettre des territoires en compétition, par exemple, pour l'accès à l'eau. Ce qui est un peu paradoxal alors qu'on sort, pardon de vous interrompre, mais en France d'un trimestre particulièrement pluvieux, arrosé, d'inondations. Donc j'imagine il y a pas mal de téléspectateurs, ils sont bien gentils, mais est-ce qu'on manque vraiment d'eau ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quoi ? C'est le cycle de l'eau qui est perturbé ?
Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est exactement ça, c'est que le cycle d'évapotranspiration qui fait que l'eau s'évapore des sols et de la végétation et retombe en pluie sur le territoire, ce cycle-là, il est perturbé. Il est perturbé par 3 raisons qui sont d'une part le changement climatique, d'autre part le changement dans l'usage des sols. Lorsqu'on détruit des tourbières, lorsqu'on détruit des forêts, on perturbe le cycle d'évapotranspiration et ça va avoir un impact sur le régime des pluies. Et la troisième cause, c'est une mauvaise gestion de la ressource en elle-même. Le vrai sujet, c'est pas tellement plus d'eau ou moins d'eau. Le vrai sujet, c'est l'incertitude. C'est-à-dire que les régimes de pluie qui avaient tendance à être considérés comme stables, récurrents, etc., aujourd'hui sont perturbés. Et donc, je ne sais pas demain si j'aurai autant d'eau que j'avais l'année dernière à la même époque. Je peux en avoir plus, je peux en avoir moins. Ça va dépendre des territoires. C'est cette incertitude auquel maintenant nous devons nous préparer. Et ça a des impacts sur les usages de l'eau, ça a des impacts sur les choix d'infrastructures, ça a des impacts sur le fonctionnement des infrastructures existantes. Est-ce que cette question de la qualité de l'eau, de l'inquiétude des consommateurs face à la qualité de leur eau, alors forcément ça porte des solutions comme les vôtres, mais à quel point vous les avez vus grandir depuis une dizaine d'années ? On est en croissance constante, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a clairement un intérêt du consommateur de s'intéresser aux alternatives écologiques. On est dans une niche aujourd'hui, puisque le marché est dominé par des procédés conventionnels chimiques. On s'aperçoit que les habitudes sur le marché aujourd'hui ont fait qu'il y a des réflexes, des automatismes par rapport au traitement d'eau qu'on cherche à changer. On cherche à dire aujourd'hui, il existe une solution différente, il existe des solutions plus durables, il existe des solutions plus douces pour traiter l'eau. Et donc, on accompagne aujourd'hui les clients avec lesquels on travaille dans cette transition pour passer à une transformation durable et en douceur. Ouais. Vous avez, Xavier Leflaive, contribué à un rapport, la réalisation d'un rapport de l'Institut Theram sur la réutilisation des eaux usées. Alors, on en a assez souvent parlé dans cette émission. Alors, on sait que la France est très en retard. Est-ce qu'elle est en train de rattraper un peu ce retard ? Alors en retard, ça dépend en fait comment on se positionne. Disons que si je pense aux pays du sud de l'Europe, disons que ça n'a pas été une priorité jusqu'à maintenant, et on comprend mieux aujourd'hui que la réutilisation des eaux usées peut être un élément de réponse dans des situations de rareté. Donc il faut comprendre le concept. C'est on collecte les eaux usées, on les traite, et on les traite à un certain standard de qualité qui va répondre aux spécificités des usages pour lesquels ces eaux vont être réutilisées. Et donc les technologies existent. Je pense que c'est vraiment pas un enjeu technique. Il peut y avoir des enjeux de financement, des enjeux de coûts, des enjeux d'acceptabilité sociale. Ce que montre cette étude de l'Institut Theram, c'est que l'opinion publique change. Je pense que nos compatriotes sont de plus en plus à l'aise avec cette solution. On fait confiance aux offreurs de technologie sur le fait que l'eau qui va être réutilisée, elle va être assez standard. Si on vous la propose, c'est qu'elle est utilisable, c'est ça ? Exactement, sachant qu'on ne réutilise pas cette eau pour des usages potables. On la réutilise pour laver des sols, laver la voirie, ou pour des usages agricoles, ou dans des processus industriels. Mais est-ce que ça suppose des coûts, des investissements en termes d'infrastructure ? Ou pas forcément ? Ça suppose des investissements parce qu'il faut être capable de traiter l'eau à ces nouveaux standards. Donc ça peut amener un renforcement des capacités de traitement, donc un coût. C'est une eau chère. C'est une eau qui sera plus chère que la collecte des eaux pluviales. Et c'est un des axes sur lesquels il faut continuer à réfléchir, à travailler. Quel est le modèle économique de cette eau ? Une eau chère, a priori, on devrait devrait être destinée à des usages à forte valeur ajoutée. Si on veut réutiliser cette eau, par exemple, sur des usages agricoles, ça a plus de sens si c'est pour irriguer des plantes type maraîchère, etc., ou de la vigne, enfin des plantes à forte valeur ajoutée. Vous disiez qu'on est en retard, alors on est peut-être en retard en termes de taux sur nos voisins espagnols, mais l'exemple de l'Espagne qui réutilise, donc qui utilise de ces eaux traitées
ou du dessalement, qui est une technologie similaire, pour irriguer des tomates à faible valeur ajoutée, économiquement, ça n'a pas de sens. Donc, de ce point de vue-là, j'espère que les progrès ou les développements qu'on verra en France seront plus pertinents d'un point de vue économique. Les solutions que vous proposez, Cyril Guérard, elles sont adaptées aux particuliers et aux entreprises. Vous avez beaucoup de clients industriels ou de grosses entreprises? Alors, à l'origine, l'entreprise a commencé dans l'industrie, Oui. pour des papeteries, par exemple. Aujourd'hui, on peut servir aussi bien des communes sur des châteaux d'eau que des ministères. Donc, on a équipé récemment pas mal de ministères. Donc, il y a vraiment une conscience qui commence à s'instaurer pour comprendre qu'aujourd'hui, l'eau doit être traitée différemment. Et aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de démontrer par des pilotes comment ça fonctionne, que ça fonctionne surtout, parce que si on est dans une démarche de niche, forcément, c'est le résultat qui compte. Donc aujourd'hui, on passe par le processus d'identifier des sites à problème, de mettre en place le dispositif et de démontrer que sur le long terme, la solution qu'on met en place est la plus durable. En tout cas. Pour une entreprise, c'est quel type d'installation? Alors en général, c'est une installation qui se fait directement à l'arrivée d'eau froide. En fonction des diamètres, on va mesurer les débits instantanés. Et on a toute une gamme de diamètre 500 jusqu'au diamètre 15, donc qui peuvent aujourd'hui protéger les installations. Donc en fait, c'est un seul dispositif indépendant et passif qui est placé et qui permet donc d'avoir une consistance de calcaire qui devient entretenable. Est-ce que c'est un secteur où on innove en permanence, Xavier Leflaive, parce que en vous écoutant, je me dis c'est pas le thème de notre débat, mais je pense aux polluants éternels, aux PFAS qui commencent à vraiment faire irruption dans le débat public. À quel point il faut trouver de nouvelles solutions. Vous posiez tout à l'heure la question de la qualité et de la perception qu'on en a. Un des enjeux, c'est que nos capacités d'analyse de la qualité de notre eau s'améliorent. Donc, plus on regarde ce qui se passe dans l'eau, plus on va trouver des substances dont on ne savait pas qu'elles étaient là, ou on ne savait pas quel risque était généré par ces substances. Donc, au fur et à mesure que nos capacités d'analyse s'améliorent, ça crée une demande pour de nouvelles solutions. Alors, il y a évidemment des solutions technologiques, et moi je suis fasciné par voir il y a vraiment un bourgeonnement d'innovation en France, mais dans le reste du monde aussi. Il y a un certain nombre de pays qui sont très, très, très en pointe sur ces questions-là. Donc, de ce point de vue-là, je suis assez confiant sur la capacité de l'innovation à répondre à ces questions. Mais la technologie ne fait pas tout. Il y a un énorme travail, il y a des solutions complémentaires à prendre en compte, par exemple, réduction des pollutions à la source. La solution que vous proposez, de ce point de vue-là, me paraît très intéressante, parce que comme vous utilisez moins de produits chimiques, en l'occurrence pas de produits chimiques, on récupère moins de pollution chimique à la sortie des tuyaux. C'est typiquement un cas de réduction à la source, donc on aura moins besoin de traiter les eaux usées qui seront passées par ces systèmes. Donc réduction à la source, solutions fondées sur la nature. Voilà, il n'y a pas que les solutions, technologiques, et c'est important que les décideurs, que ce soit des opérateurs d'eau ou les collectivités locales, aient en tête l'ensemble de cette palette de solutions. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact avec le directeur de Digital Campus Paris.